L'ABM, ou Account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans le podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing et du marketing B2B proposé par Humans B2B. Si je me lance dans une campagne ABM et je sais que ça va être ma stratégie pour les 3 prochaines années, que je fais cet investissement de trouver les bons outils, apprendre à les utiliser, les former à ma façon de faire, sur le long terme, ça va me faire gagner un temps dingue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons faire un point d'étape car beaucoup de choses ont changé quand on parle d'ABM au cours des dernières années. Et un des sujets clés, ça ne vous aura pas échappé, est bien sûr l'intelligence artificielle générative. Alors que les fondamentaux de l'ABM restent très solides, ciblage stratégique, alignement marketing et commercial, personnalisation du contenu, de nouvelles tendances se révèlent comme l'IA, l'importance des données d'intention et l'utilisation de la bonne stack technologique. C'est justement pour faire le point sur l'état de l'art de l'ABM en 2026 que Julien Riot, expert en marketing digital et relations clients, conférencier, auteur, blogueur, VP marketing, nous explique tout. ABM Experience, épisode 22, c'est parti. Bonjour Julien, merci de vous joindre à nous pour cet épisode d'ABM Experience. Alors, juste pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis surtout nous expliquer ce qui vous intéresse dans le monde de l'account-based marketing ? Avec grand plaisir. Déjà, merci de m'inviter. Présenter rapidement, je suis un leader marketing international, plutôt orienté B2B, plutôt orienté tech. Je suis basé en France, mais j'ai passé une dizaine d'années à Hong Kong. J'ai été entrepreneur. Je suis auteur avec deux bouquins publiés, hôte de podcast avec la CX Therapy où on parle d'expérience client et marketing blueprint où on parle de carrière marketing. Donc j'ai un parcours un peu touffu et dans tout ça, j'ai un petit péché mignon qui est l'ABM. Pourquoi l'ABM ? Parce que je considère que c'est un peu le Graal du marketing. Quand on a fait pas mal de choses au marketing et qu'on veut vraiment passer au niveau suivant, il faut regarder un petit peu ce qu'on fait en ABM. C'est quelque chose qui est relativement simple à expliquer, particulièrement difficile à exécuter, qui nécessite patience et persévérance. Donc voilà pourquoi l'ABM, voilà pourquoi j'adore ça. Alors, on va parler un peu du portrait de l'ABM en 2026, un peu l'état de l'art, mais juste, je rebondis sur ce que vous dites. Pourquoi est-ce que c'est facile à expliquer et difficile à exécuter ? Alors, tout est dans le terme. ABM, c'est quoi? Account-based marketing. Donc, c'est du marketing pour un compte en particulier. Quand on a dit ça, on a dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce que c'est que l'ABM. Sauf que quand on commence à gratter, c'est-à-dire quand on regarde sous le capot et qu'on souhaite mettre quelque chose en place, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment on attaque un compte en particulier? Comment on le choisit? Quels sont les canaux à utiliser pour pouvoir parler à un compte en particulier? Quel type de contenu? Comment fonctionne la distribution? Quel est le tracking? Il y a 1 milliard de questions qui arrivent derrière. Et il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait sur le terrain. En tout cas, pour mon expérience personnelle, c'est beaucoup d'erreurs qui mènent à de beaux apprentissages. Et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que ça. Je pense que tout le monde parle d'ABM. Très peu le font et très très peu le font bien. Est-ce que vous avez peut-être un exemple de campagne, un use case réussi, quelque chose qui pourrait un peu inspirer nos auditeurs ? De l'ABM, moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Une campagne qui fonctionne bien pour moi. Je peux prendre des exemples. On en a fait plusieurs par le passé dans différentes sociétés. Une en particulier où on se concentrait sur tout ce qui est assurance, où on a pu lancer des campagnes super précises, où on a choisi 3 assureurs, puis on en a rajouté 3 par la suite, puis 3 par la suite, etc. Et où on crée des campagnes 100% dédiées pour chacun de ces assureurs, c'est-à-dire avec une page dédiée, avec des extraits des extraits de mots de leur PDG qui s'expriment, qui donnent la vision de l'entreprise, avec des éléments très précis de leur roadmap, mais également avec une étude approfondie de ce que leurs concurrents pouvaient faire pour créer un effet FOMO, Fear of Missing Out, et accélérer la transformation de ces comptes-là. L'ABM, c'est quelque chose qui fonctionne, vu qu'on le fait sur très très peu de comptes, ça fonctionne pas sur tous les comptes, c'est comme tout.
peut se planter 3-4 fois avant de réussir. Donc c'est pour ça que je disais beaucoup de patience et de persévérance en amont. Et moi, ce dont je me suis rendu compte en lançant toutes nos campagnes IBM, c'est que quand on lance les 3 premiers comptes, ça marche pas forcément. C'est peut-être le 6e, le 8e, le 9e qui va marcher. Mais il y a beaucoup d'argent et beaucoup de succès à la clé. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est une pêche au trésor qui marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça justifie les efforts de toutes les campagnes mises en place et de toutes les stratégies mises en place. Ça veut dire qu'il faut vraiment connaître ses comptes de manière approfondie, aller chercher les informations dans les rapports annuels, sur les sites web, sur les réseaux sociaux pour personnaliser au maximum ses campagnes, hein, c'est ça? Absolument. Il y a 3 niveaux de campagne en général. On parle de one to many, one to few, one to one. L'ABM, c'est vraiment le one to one. One to many, on parle plus de soi finalement. On parle de notre produit, de nos avantages, de nos USP. One to few, on parle de tendance en général sur une verticale, sur une industrie. On parle de ce qui intéresse ce type d'entreprise. Et one to one, l'ABM, on parle de notre prospect, on parle de lui, de ce qui l'intéresse, de ce qui va le convaincre. Et c'est là toute la différence. C'est pour ça que connaître son client, c'est absolument essentiel. C'est la base de l'ABM. D'accord. Alors, si vous deviez dresser un peu le portrait de l'ABM en 2026, comment est-ce qu'il a évolué, à quoi il ressemble, et quelles ont été les évolutions entre ce qu'on observe aujourd'hui et ce qu'on observait il y a quelques années? À quoi ça ressemble l'ABM aujourd'hui? Alors en fait, si on parle de la vision philosophique de l'ABM, il n'y a rien qui a changé entre aujourd'hui et il y a 30 ans. C'est-à-dire, c'est un peu comme, je crois que c'était en 1873, création de la première voiture personnelle à vapeur en France. C'était un véhicule, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de fonctionnalité, il n'y avait pas de coffre, il n'y avait pas de... mais c'était un véhicule qui vous emmenait d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a des fonctions partout. Votre voiture, elle ressemble plus à un smartphone, mais elle va toujours d'un point A à un point B. Ce qu'on faisait il y a 30 ans en ABM, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui a changé, par contre, c'est toutes les fonctionnalités qu'on a rajoutées par-dessus. On a des outils, on a de la technologie, on a accès à l'information qu'on n'avait pas précédemment. Donc tout ça, ça change la façon dont on le met en place. Mais in fine, l'ABM n'a pas changé ces dernières décennies. C'est toujours le même objectif et toujours la même façon de réfléchir à comment je me rapproche de mon client au maximum pour pouvoir le convaincre. Alors, l'ABM n'a pas changé, mais ce qu'on constate parfois, c'est que l'ABM est un peu incompris. Est-ce que les directions marketing, commerciales commencent à mieux appréhender le sujet de l'ABM et peut-être faire le lien entre vos expériences en France et vos expériences à l'international? Alors, le fil conducteur que moi j'aurais à l'international comme en France, c'est que les directions commerciales adorent l'ABM, mais c'est pas pour autant qu'elles comprennent de quoi elles parlent. C'est-à-dire que l'ABM, c'est le buzzword, je l'ai entendu, mon PDG en a parlé, mon concurrent en a parlé, et au marketing, vous pouvez faire de l'ABM, s'il vous plaît. C'est pas pour autant qu'ils savent de quoi ils parlent. L'ABM, ça a l'air d'être la solution miracle. La réalité de l'ABM, c'est que c'est la solution miracle dans des cas très précis. L'ABM, c'est fait pour les entreprises qui se concentrent sur les grands comptes. C'est-à-dire, si vous vous concentrez sur la boulangerie du coin qui va vous rapporter 20 € par mois, ne faites pas de l'ABM parce que le coût pour l'acquisition sera beaucoup trop élevé. C'est-à-dire que votre retour sur investissement sera négatif. Par contre, si vous targetez des L'Oréal, des Salesforce, des Nike, et que vous allez signer un contrat à 100 000, 1 million, 10 millions, là, ça vaut carrément le coup. Donc déjà, c'est pas pour toutes les directions commerciales. Ensuite, c'est pour les directions commerciales qui comprennent que les cycles de vente sont longs. C'est typique des grands comptes. Vous allez prendre à minima plusieurs mois, potentiellement plusieurs trimestres. Parfois même, ça m'est arrivé plusieurs années pour véritablement signer un contrat. Par conséquent, c'est pour les directions commerciales qui ont la patience et la persévérance. Si vous êtes plutôt dans une entreprise qui change de stratégie marketing au gré du vent, il faut pas se lancer en l'ABM, c'est beaucoup trop de travail et beaucoup trop d'attentes si vous n'avez pas cette patience. Je trouve que c'est de plus en plus compris des entreprises qui vont dans les grands comptes, notamment avec le développement du SaaS et des entreprises technologiques qui se focusent vraiment beaucoup sur l'ABM plus que les entreprises traditionnelles. Et du coup, ça fait un espèce d'appel d'air dans lequel toutes les entreprises suivent la mouvance. D'accord. Alors, on est aujourd'hui fin 2025, début 2026. On revient quelques années en arrière. Novembre 2022 sort ChatGPT, la vague de l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que ça change sur l'ABM? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans le futur? Est-ce que ça a bouleversé beaucoup de pratiques marketing? C'est quoi votre vision de l'IA générative sur la manière de concevoir et d'exécuter une stratégie ABM? Alors,
pense que... Alors déjà, je pense que ça a eu un impact sur tout le monde. Par contre, je pense que ça a eu un impact très négatif pour ceux qui ne savaient pas bien faire d'ABM et un impact positif pour ceux qui savaient en faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'ABM donne... l'intelligence artificielle donne l'illusion de pouvoir faire de la grande échelle. D'accord, j'industrialise, je scale, je vais beaucoup plus vite. Si ce qu'on fait en réalité, c'est pas du vrai ABM, c'est-à-dire on fait plus de la quantité plutôt que de la qualité, l'intelligence artificielle va pouvoir permettre d'aller beaucoup plus vite, de faire beaucoup plus de choses, mais de moindre qualité. Et on va appeler ABM, ce qui est en réalité rien de plus qu'une campagne traditionnelle ou du one to few, one to many dont on parlait précédemment. Pour les experts ABM qui faisaient déjà vraiment de l'ABM, c'est-à-dire du one-to-one, où on se concentre sur un compte, où on fait vraiment des recherches, l'ABM va pouvoir permettre un gain, l'intelligence artificielle, va pouvoir permettre un gain de productivité et de nouvelles possibilités, de nouveaux outils pour aller encore plus loin dans la création d'un contenu hyper spécifique à ce compte-là. Je pense que ça rend accessible des fausses versions d'ABM à beaucoup d'entreprises et ça leur fait perdre un temps fantastique, d'autant plus que je trouve, alors c'est un avis très personnel, un peu tranché, mais je trouve que l'intelligence artificielle a beaucoup trop d'hallucinations aujourd'hui pour vraiment lui faire confiance sur des sujets aussi précis et importants que l'ABM. Donc, pour moi, il faut déjà savoir faire de l'ABM. C'est un peu, j'ai une fille qui va bientôt avoir 5 ans. Aujourd'hui, je lui achèterai pas un BMX tant qu'elle a encore des petites roulettes. Donc, enlevons déjà les roulettes, faisons vraiment de l'ABM, et puis après, on rajoute de l'IA par-dessus pour rendre la chose encore plus efficace, mais il faut pas se lancer là-dedans avant d'en connaître les bases. Ce que j'entends, c'est que l'IA pourrait accélérer l'ABM pour les entreprises les plus matures, mais c'est pas la solution miracle pour celles qui découvrent ou qui mettent un peu le pied à l'étrier quand on parle d'account-based marketing. Exact. Alors c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets marketing d'ailleurs, mais c'est d'autant plus vrai pour l'ABM dans le sens où la technologie ne fait pas tout. La technologie, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur. Si on a déjà la bonne structure, les bons process, la bonne structure et les bons cerveaux humains, j'y reviens, mais l'ABM, c'est de l'humain, c'est de la relation humaine. Si on a tout ça qui est mis en place, la technologie va accélérer tout ça. Mais la technologie en soi ne fait pas de l'ABM. D'accord. Et comment est-ce que l'IA peut s'intégrer intelligemment, j'allais dire, dans l'ABM ? On parle de plus en plus d'IA agentique, par exemple, qui permettrait, je pense, à l'amélioration de la connaissance sur les comptes stratégiques, par exemple, ou gagner du temps dans la relation commerciale. Quels sont les cas vraiment d'usage pertinents quand on parle d'intelligence artificielle et d'ABM ? Je viens de tester depuis 2 semaines le logiciel, le navigateur Comet qui a été proposé par Perplexity en version pro avec son Agentic AI qui est censé te faire tout du sol au plafond. Et je suis très déçu des résultats parce qu'il y a encore énormément d'hallucinations, beaucoup d'erreurs, beaucoup de lenteur, etc. L'intelligence artificielle, c'est le futur. On va pas y couper. Ça va s'améliorer, ça va être extraordinaire. Aujourd'hui, si on parle fin 2025, je pense pas qu'on en soit là. Le cœur d'une stratégie ABM, c'est la recherche. C'est-à-dire, on va avoir une recherche très poussée de chacun des comptes. Ma façon de faire, c'est je travaille avec des êtres humains qui vont aller faire une recherche super précise. Et je leur interdis pas du tout d'utiliser l'intelligence artificielle. Par contre, la règle, c'est si vous utilisez l'intelligence artificielle, revérifiez tout. Parce que vous ne pouvez pas lui faire confiance aujourd'hui. Donc, ils vont aller regarder les vidéos, les prises de parole, les conférences, évidemment le site web, mais aussi tout ce qui est hors ligne. Parce qu'on a tendance aujourd'hui en 2025 à se dire que tout est en ligne. Non, tout n'est pas en ligne. Allez visiter le magasin de la marque, allez parler à des commerciaux dans la marque, contactez-les. C'est pas juste lire le site internet, Wikipédia et 3 pages Reddit. C'est pas ça, faire des recherches pour un compte ABM. Et pour moi, ça requiert vraiment de l'humain derrière. Maintenant, sur la partie positive, l'IA peut aider sur plein de choses. Par exemple, la création de contenu. Une fois qu'on a fait des recherches très poussées, qu'on sait exactement les valeurs de la marque, vers quoi elle se dirige, ce que les concurrents font, etc., on peut nourrir de l'IA avec ça pour lui dire aide-moi à adapter mon white paper pour en faire quelque chose de super spécifique qui répond à ces enjeux-là. Aide-moi à écrire une campagne email qui va reprendre tous les éléments de cette marque-là. On peut utiliser l'IA une fois qu'on a fait le travail de base et surtout avec un contrôle humain très strict. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on peut pas lui faire confiance à 100%. Par expérience, est-ce qu'on peut dire que l'IA fait gagner X minutes, heures, jours de travail sur le lancement d'une campagne d'ABM, par exemple ?
Je sais que c'est difficile d'avoir des chiffres, hein, mais peut-être dans les grandes tendances, dans les grandes masses, est-ce que ça fait vraiment gagner du temps ? Je pense que ça fait gagner du temps dans une troisième phase. C'est-à-dire, première phase, je lance ma campagne sans IA. Quand je commence à me lancer dans l'ABM, je lance sans IA, que je lance mes premiers comptes, que j'apprenne à voir comment ça fonctionne. Deuxième phase, je commence à lancer avec IA, et là c'est une phase d'investissement, j'apprends, du coup je perds du temps. Je perds des heures et des heures à comprendre, mais c'est ce prompt-là, c'est cet outil-là, c'est ce machin-là, et je mets tout en place et je perds un temps formidable. Et troisième phase, j'ai fait cet investissement de temps, j'ai fait cet apprentissage, et maintenant, ça va me faire gagner des heures et des heures. Donc, si je me lance dans une campagne IBM et je sais que ça va être ma stratégie pour les 3 prochaines années, que je fais cet investissement de trouver les bons outils, apprendre à les utiliser, les former à ma façon de faire, sur le long terme, ça va me faire gagner un temps dingue. J'ai pas de chiffres précis. Moi, pour mes équipes qui créent du contenu, c'est certainement plusieurs heures par semaine, mais parce qu'elles ont passé le temps à apprendre à utiliser ces outils. C'est un investissement. C'est une perte de temps d'abord pour un gain futur. Si on se projette un peu sur 2026, quelles sont les autres grandes tendances qui vont venir parsemer un peu le chemin de l'ABM ? Donc on a parlé de l'importance pour les directions commerciales et marketing de s'aligner, de bien connaître, de maîtriser le sujet. On a parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je reviens un peu à ce que je disais, dans le sens où la technologie est secondaire. Elle est secondaire, mais elle est importante. C'est-à-dire, une fois qu'on a bien le concept de ce qu'on souhaite faire en ABM, il y a énormément d'outils à explorer. J'en découvre tous les jours, notamment des nouveaux canaux. L'un des plus gros blocages que j'ai pu avoir dans ma carrière en ABM, c'est il faut certes créer du contenu super spécialisé, mais ensuite, il faut être capable de le distribuer. Et aujourd'hui, vous avez très très peu de canaux, notamment en France, qui vont vous permettre de distribuer du contenu spécialisé. Vous avez les emails, le téléphone pour entrer directement en contact avec une personne. Peut-être qu'avec du LinkedIn, vous allez pouvoir faire de l'email, mais finalement, la plupart des plateformes, si je pense à Google Ads, par exemple, à Facebook, etc., c'est pour des audiences relativement larges. Il y a très peu de plateformes qui vous permettent de vraiment faire de l'hyper-targeted. Et il commence à y avoir des outils qui font ça de mieux en mieux. Alors, pour des gros budgets, pas pour des petits budgets, mais ça rappelle le fait que dans l'ABM, on est plutôt sur des longs cycles de vente et des gros budgets à la clé. Ils commencent, grâce à la technologie, à avoir des outils qui permettent de faire du targeting au-delà de simplement envoyer des emails. Et ça commence à devenir particulièrement intéressant pour les marketeurs qui aiment bien cette pratique de toujours innover et toujours trouver un truc un peu nouveau. Donc je pense que 2026, ça va être quels sont les nouveaux outils, qu'est-ce que j'expérimente. Et la difficulté du marketing stack, c'est que là où quand j'ai commencé ma carrière, on avait peut-être 5 outils au quotidien en marketeur. Aujourd'hui, j'ai 50 outils installés sur ma machine. Et on m'en propose tous les jours. J'ai toujours quelqu'un qui m'envoie un email pour me dire, hey, on a un nouvel outil à vous proposer. C'est difficile de garder le cap. Donc, trouver les bons outils, se renseigner et découvrir ce qui va vraiment faire une différence, ça va être assez extraordinaire dans les années à venir. Et sur le plan humain, est-ce qu'il y a des techniques qui fonctionnaient avant, qui fonctionneront plus dans le futur ? Je prends un exemple, les cold call ou les cold emails, c'est-à-dire le fait d'appeler de manière inattendue, décrocher son téléphone et appeler un prospect pour avoir des renseignements. Je lisais une étude il y a pas très longtemps sur notamment les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail, qui sont moins à l'aise avec le fait de se servir du téléphone, de décrocher, d'appeler et de contacter quelqu'un. Est-ce que ce genre d'outils, vraiment un peu hérités des années 90-2000, sont plutôt en perte de vitesse dans les années 2020, 2025, 2030 ? Alors, je pense pas du tout, et en même temps, je pense complètement. Alors, pourquoi pas du tout ? Parce que je pense que c'est pas une question générationnelle. Les nouvelles générations n'aiment pas le téléphone. Je pense pas que ma génération ou la génération d'avant adorait le téléphone non plus. Je pense qu'être ce qu'on appelle dans mon milieu un BDR, c'est-à-dire Business Development Representative, quelqu'un qui fait de la prospection téléphonique, c'est un talent rare. Je pense qu'il y a très peu de monde qui est en mesure de passer sa journée au téléphone, de se prendre des portes dans la figure du matin au soir, de le faire bien. Mais ceux qui savent le faire sont des sales ou des marketeurs extraordinaires qui ont une belle carrière qui les attend par la suite. Je dis belle carrière par la suite parce qu'en général, on le fait quand on est très jeune. Après, on n'aime pas trop faire de la prospection. Je pense que c'est un skill qui était super important par le passé, qui sera super important demain. Pourquoi ? Parce que dans l'ABM, comme dans tout, mais peut-être plus dans l'ABM, la relation humaine est essentielle. Et le téléphone, c'est la quintessence de la relation humaine. C'est quand même
plus proche de son interlocuteur que d'envoyer un email ou d'envoyer un message via LinkedIn. Ceci étant dit, les nouvelles technologies sont en train de massacrer ce canal. Maintenant qu'on a inventé des voice bots qui nous appellent, que ce soit pour du scam ou pas pour du scam, on se fait appeler 56 fois par jour par des numéros inconnus, par aujourd'hui, comme bien même c'est interdit, on vous appelle avec un 06 ou un 07, complètement interdit en France pour faire de la prospection téléphonique, mais ça arrive sans arrêt. Les gens ne décrochent plus leur téléphone parce qu'ils savent que si je reconnais pas le numéro, il y a 9 chances sur 10 que ce soit quelqu'un qui essaie de me vendre quelque chose et potentiellement une arnaque. Donc je décroche plus le téléphone. Donc oui et non. Oui parce que l'humain reste important, parce que c'est une skill extraordinaire. Non parce que j'ai peur que les technologies soient en train de détruire ce canal pourtant essentiel pour la prospection. Comment on fait pour contacter les bonnes personnes au bon moment dans un environnement où tous les canaux de communication sont un peu hyper saturés? Enfin, on reçoit tous des dizaines, voire plus, d'emails par jour. On décroche plus nos téléphones parce qu'on a peur des arnaques ou des commerciaux un peu trop pushy. C'est quoi? C'est les événements? C'est quoi les bons canaux de communication aujourd'hui qui sont pas trop saturés pour faire de l'ABM? Alors, je crois pas qu'il y ait un bon canal de communication. Pour moi, c'est le multi-touch qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que ma cible, et c'est pour ça que c'est des longs cycles de vente. Je vais pas appeler toutes les personnes de mon répertoire dès que je lance ma campagne. Je vais déjà créer un répertoire de quelles sont les personnes, les influenceurs, les personal assistants, les assistants que je vais, les secrétaires que je vais pouvoir contacter, pas que les decision makers. Et ensuite, je vais prendre tous les différentes strates du funnel. C'est-à-dire, je vais m'assurer qu'ils aient déjà vu mon logo, qu'ils sachent qui je suis, ce que je fais. Je vais faire ça sur suffisamment de canaux. Je veux qu'ils me voient sur LinkedIn, je veux qu'ils me voient sur leur magazine habituel, je veux qu'ils me voient dans un article, je veux qu'ils me voient à la télé, je veux qu'ils m'entendent à la radio. De manière à ce que, quand je leur envoie un email et quelque chose sur LinkedIn et qui m'auront vu à un événement parce que j'aurais pris la parole ou je serais venu parler directement sur leur stand, quand je les aurais invités à se faire un lunch ensemble ou que je leur aurais envoyé un petit cadeau, une bouteille de vin suite à une discussion qu'on a eue ou peu importe, je veux qu'ils me reconnaissent. Donc peut-être que pour celui-ci le téléphone ne marchera pas, peut-être que pour l'autre ce sera l'email, pour l'autre ce sera une invitation au golf, peu importe, c'est la multiplication des canaux qui font que finalement, on sera sur leur radar tôt ou tard. C'est ça, l'ABM, s'assurer qu'on ait un maximum de touchpoints très précis, avec du contenu intelligent auquel ils puissent s'associer, de manière à leur donner envie de décrocher le téléphone quand ils voient le numéro qui appelle. D'accord. Alors, l'ABM s'inscrit dans un temps long, vous venez de le préciser, mais j'aimerais juste vous entendre sur cette espèce de paradoxe entre la pression temporelle subie par les grands groupes. On sait que tous les trimestres, faut sortir les résultats, faut envoyer les KPI, etc. Le fait que l'intelligence artificielle tend à raccourcir certains délais d'exécution en termes de stratégie ou de projet. Comment est-ce qu'on allie ce temps long? Comment est-ce qu'on arrive à garder le cap dans un temps long quand on parle d'ABM et en même temps quand on subit de multiples pressions qui nous poussent à raccourcir justement ces cycles de vente? Alors les nouvelles technologies, c'est assez contradictoire parce que effectivement les nouvelles technologies ont tendance à raccourcir beaucoup de choses, pas les cycles de vente. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que les cycles de vente ce sont des cycles humains. Ce sont pas des cycles technologiques. Donc, et principalement dans les grands groupes. Je sais que tel ou tel contrat va arriver à échéance dans 2 ans, donc je commence à réfléchir, donc je fais une demande de budget pour l'année prochaine, donc je commence à mettre de côté, donc je préviens mon équipe IT, donc je lance un RFP. Tout ça, c'est du temps incompressible. Et j'ai même envie de dire, aujourd'hui, fin 2025, entre la France qui a du mal à trouver un gouvernement ou un budget, les États-Unis qui sont sur le freeze le plus long de leur histoire du gouvernement, on est dans un monde dans lequel les entreprises sont assez frileuses. Parce que quand on n'a pas de direction claire, quand on a peur un petit peu de ce qui va venir dans l'avenir, quelle sera la prochaine politique, les prochains tarifs douaniers, etc., peu importe, on a plus de difficultés à faire les gros investissements. Donc les cycles de vente ne se raccourcissent pas du tout. Ils ont plutôt même tendance à se rallonger. Et vu que c'est basé sur de l'humain, de toute façon, peu importe la technologie, je pense pas que ça va se raccourcir. Donc c'est pour ça que je disais en intro, quand on veut faire de l'ABM, faut être dans un environnement dans lequel on a la patience et la persévérance. Et l'ABM, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire que de l'ABM. L'ABM, c'est un peu la consécration. Vous avez déjà des campagnes qui tournent, vous avez déjà de la outbound qui est fonctionnelle, vous avez déjà une image de marque qui fonctionne à peu près. Vous avez votre truc en marche et
par-dessus, on rajoute l'ABM et c'est là qu'on va mettre le coup de grâce et réussir à atteindre des sommets. On commence pas avec l'ABM, on fait pas juste de l'ABM et il faut avoir cette patience et cette persévérance. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les entreprises en France pour qu'elles fassent plus d'ABM? C'est quoi? C'est une question d'éducation, de formation, de compréhension, d'outils technologiques, de temps, de budget? Déjà, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'en faire. Toutes les entreprises qui ont un focus grande entreprise, très bien. Je pense pas qu'il y ait de problème technologique. Ce que je vois en France et partout dans le monde d'ailleurs, c'est pas une spécificité française, c'est que ces dernières années, c'est un peu les chaises musicales des CMO. Le CMO est constamment sur un siège éjectable. C'est le membre du COMEX qui disparaît le plus régulièrement parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas envie d'attendre, on a envie de résultats immédiats. Un CMO sérieux qui met en place une stratégie, il n'a pas forcément des résultats sous 3 mois. Il y a des pistes, il y a des choses qui se mettent en place, mais le marketing, c'est un jeu, surtout pour les grandes entreprises, de long terme. C'est pas un jeu de court terme. Donc, avec un changement de CMO tous les 6 mois, tous les 18 mois, c'est difficile de mettre une campagne ABM en marche si le dirigeant n'a pas cette patience et cette persévérance. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les difficultés dont je pouvais parler tout à l'heure, qui sont pas des difficultés technologiques, mais qui sont des difficultés de recherche et de distribution. C'est-à-dire, je dois avoir la possibilité de faire des recherches très précises sur mes comptes et je dois être en mesure de trouver les canaux pour distribuer efficacement. En France, on a un coût du travail qui est relativement élevé, qui fait qu'on a envie de tout passer par la technologie et pas d'engager des gens pour faire de la recherche parce que ça coûte très cher. C'est plus cher un CDI en France qu'un CDI aux Philippines. Et on a des régulations avec la RGPD, etc., qui fait que c'est quand même assez difficile de faire du targeting précis, plus que ça ne pourrait l'être aux États-Unis ou en Asie, où j'ai passé une partie de ma carrière, où c'était quand même autrement plus simple. Donc, tout ça mis bout à bout fait que l'ABM, s'il faut attendre, qu'il faut le bon contexte, le bon environnement, le bon budget, les bonnes ressources, les bons canaux, ça peut faire peur et en décourager plus d'un. Pour ceux qui hésitent à se lancer, s'ils ont ce qu'il faut, moi je leur conseille d'y aller parce qu'il n'y a pas mieux et surtout pour un CMO, il n'y a pas plus excitant comme stratégie marketing pour vraiment tester ses capacités et celles de son équipe. D'accord, parfait. Merci beaucoup Julien. Peut-être une dernière question sur la partie un peu tech. On a touché un peu le sujet tout à l'heure, mais la question de fond, c'est un peu de savoir comment choisir la bonne stack ABM aujourd'hui en termes d'outils. Quels sont vos outils préférés? Et puis, et comment déployer une bonne stack techno aujourd'hui dans les entreprises qui veulent se lancer dans l'ABM? Alors, je ne sais pas si j'ai des outils préférés qui seront vrais dans tous les pays. J'en ai 3 qui me plaisent beaucoup. Mais il y en a certainement plein d'autres que j'ai pas encore testés. Dans ceux qui me plaisent énormément, il y en a un qui s'appelle Demandbase, qui est assez extraordinaire parce qu'il permet de vraiment savoir ce qui se passe sur son site web et à partir du moment où on a réussi à amener les bonnes personnes, il vous donne des insights que j'ai encore vu nulle part ailleurs. Pour l'Europe spécifiquement, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Cognism, qui est une base de données, mais qui va beaucoup plus loin que ce que certains concurrents ont pu me démontrer par le passé et qui permet de faire, entre autres, le fameux cold calling qui sera peut-être mort dans quelques années, mais je l'espère pas. Et il y en a un que j'ai pas encore essayé, mais qui me chatouille depuis longtemps. Donc s'il y a des gens qui l'ont déjà testé, qui veulent me donner leur avis, je suis très preneur, qui s'appelle Influ2. Et qui a la prétention d'avoir cassé la machine et pouvoir enfin faire un targeting incroyablement précis sur plusieurs canaux. Et pour avoir une petite démo de ce qu'ils sont capables de faire, j'ai été assez impressionné, donc j'ai hâte de pouvoir tester ça moi-même. D'accord. À côté de ça, il y a plein d'autres outils à rajouter. Encore une fois, l'ABM, c'est plus un état d'esprit qu'une stack marketing. La stack marketing vient renforcer quelque chose qui est déjà existant dans sa façon de travailler. D'accord. Alors, je vous laisse le mot de la fin, Julien. Votre vision pour 2026, quand on parle d'ABM, ça va ressembler à quoi et à quoi faut s'attendre? Encore plus de patience, parce que si on parle de la France spécifiquement, le climat fait que les cycles de vente vont rallonger, que les grands comptes vont prendre de plus en plus de temps à accepter de signer. Gardez à l'esprit, il y a d'autres changements au niveau européen qui sont en place, notamment celui qui fait que signer un contrat sur de multiples années peut désormais être dénoncé à tout moment. Donc c'est une stratégie standard des grands comptes où on essaie de convaincre de signer sur 5 ans contre un rabais.
il va falloir changer cette stratégie. Donc, ça a un impact sur la façon dont on approche les prospects au format ABM. Et puis, toujours patience et persévérance et essayer de tester un maximum d'outils. Je suis très mauvais élève là-dessus. C'est-à-dire que je reçois tellement de messages tous les jours en me disant je te fais une démo de ça, je te démontre ce truc-là, que c'est difficile de vraiment prendre le temps. Et pourtant, c'est essentiel parce que ces nouvelles technologies auront un impact. Donc, c'est important de les connaître, quitte à pas toutes les utiliser, mais au moins à savoir ce qui se passe pour pouvoir faire son choix dans sa marketing stack. Parfait. Merci beaucoup, Julien Rio. Je rappelle que vous êtes expert en marketing digital et relations clients, conférencier, auteur, blogueur, VP marketing. Et merci d'avoir participé à cet épisode. Un grand merci à vous, Julien. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. Intégrer l'intelligence artificielle. Il faut tester les outils, comprendre leurs limites et les intégrer au workflow ABM pour mieux cibler, personnaliser et automatiser sans perdre la dimension humaine. L'IA ne remplace pas l'humain, mais peut accélérer certaines tâches à certains moments spécifiques, comme la création de contenu ou la veille concurrentielle et économique, à condition de bien relire, valider et vérifier le tout pour éviter les hallucinations. Numéro 2. Il faut apprendre en continu. L'ABM évolue vite et se former, expérimenter et partager les bonnes pratiques est essentiel pour accompagner ses équipes afin de rester compétitif dans un environnement en plein mouvement. Numéro 3. Travailler avec les bonnes données. Il faut structurer la donnée sur le long terme. Il faut fiabiliser ses sources, bâtir des stratégies pilotées par la performance pour maximiser le retour sur investissement des campagnes ABM. Et c'est la fin de notre 22e numéro consacré à l'état de l'art de l'ABM en 2026. Merci pour votre écoute et à très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM ? Abonnez-vous à notre newsletter ABM Experience sur le site abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.